Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 15h dont voici les principaux titres. Diwan Zakat, parrainage aujourd'hui des orphelins pour la session de l'année 2015. Et terrorisme, l'Indonésie rattrapée par le djihadisme. C'était les titres, merci de nous rejoindre. Le lancement du programme d'exploitation des ressources énergétiques de Djibouti pour cette année 2016 a débuté hier par le coup d'envoi du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, de la première centrale solaire à Doudou Balala au Grand Bara. Et comme vous avez pu le suivre, une importante cérémonie augurait le lancement de ce programme. Un coup d'œil sur cette cérémonie qui a regroupé, outre le couple présidentiel, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement ainsi que les différents corps constitués, religieux, civils et militaires. Retour sur cette journée mémorable. La plaine du Grand Bara, une région aride et vaste, va subir une grande transformation avec le lancement des travaux de construction d'une centrale solaire d'une capacité de 300 MW. La centrale sera construite en 6 phases. La réalisation de la première phase d'une capacité de 50 MW sera finalisée avant la fin de l'année selon les prévisions. Avec cette centrale solaire, la transition totale vers l'énergie propre sera atteinte avant l'échéance de 2021 comme annoncé par le président de la République. La centrale solaire du Grand Bara sera réalisée sur un périmètre de 600 MHz sur le lieu dit Doudou Balala dans la région d'Ali Sabié. La société allemande Green Enesis va investir près de 360 millions d'euros dans cette infrastructure et la réalisation de cette centrale dans le désert du Grand Bara, un endroit ensoleillé avec des possibilités de projets d'énergie éolienne, aura un impact positif sur le paysage. Le chantier va donc générer 150 à 200 emplois directs et indirects lors des travaux et après la construction, 60 emplois à plein temps seront disponibles. La construction donc de la centrale solaire du Grand Bara va renforcer la transition totale de Djibouti vers l'énergie propre avant 2021. Déjà, la République de Djibouti consomme à 65% d'énergie propre grâce à la connexion électrique avec l'Éthiopie. Avec cette centrale solaire, la République de Djibouti sera donc le premier pays africain à passer à l'énergie verte. Et rappelons que dans son allocution prononcée hier lors de cette cérémonie, le chef de l'État avait indiqué en substance que c'est dans l'esprit de notre politique économique d'accueillir à bras ouverts tout investisseur, quel qu'il soit. C'est une politique d'ouverture qui permettra de créer des emplois et ainsi réguler le chômage. Et nous avons bien mentionné dans des documents appropriés les garanties et les droits dus aux investisseurs de tous bords.
Et voilà, donc c'était un extrait de la cérémonie qui a eu lieu hier au Grand Bara, une cérémonie qui a été présidée par le chef de l'État et le chef de l'État bien sûr qui a posé la première pierre ou qui a dévoilé la plaque commémorative du lancement du projet de la centrale solaire au Grand Bara. Et pour nous fournir plus de détails concernant ce projet, à mes côtés aujourd'hui pour ce 15h, notre invité Bouh Moussa Sougué, directeur du département énergie au ministère de l'énergie et des ressources naturelles. Alors bonjour Bouh. Donc concrètement, quel est le concept de ce projet? Que pouvez-vous nous dire exactement sur ce projet? Merci Ahmad. Je pense que vous avez déjà survolé tous les détails importants de ce projet. J'aimerais juste rajouter quelques éléments significatifs. Dont par exemple le fait que ce projet a une finalité d'une capacité totale de 300 MW qui sera échelonnée sur 6 phases de 50 MW chacune sur 5 années. Donc d'ici 2020-2021, on sera en mesure de finaliser les 300 MW attendus de ce projet. Alors le coût total estimé de ce projet de 300 MW en totalité est aux alentours de 360 millions d'euros. Et le prix de vente final d'électricité qui est prévu est à 9 centimes de dollars le kilowattheure, c'est-à-dire aux alentours de 16 francs de Djibouti. Donc vous imaginez l'impact significatif sur nos factures d'électricité. Alors, un autre élément important, c'est que cette première phase de 50 MW va permettre d'installer aux alentours de 200 000 panneaux solaires sur le site du Grand Bara de Doublala. Donc, la superficie totale de ces 300 MW est estimée à 600 hectares, hein, toujours sur le même site. Et nous pensons finaliser cette première phase de 50 MW avant la fin 2016, Inch'Allah. Alors sur l'aspect social, vous avez évoqué les emplois qui sont créés entre 150 à 200 emplois directs et indirects durant la phase de construction et aux alentours de 50 à 60 emplois permanents durant les 25 ans de durée de vie de cette première phase. Alors, il y aura également un impact environnemental important et très conséquent. Vous savez que c'est une énergie renouvelable qui va réduire, bien sûr, effectivement, qui va réduire l'impact négatif des énergies sur l'environnement. Alors, ce que l'on estime sur ce projet, cette première phase de 50 MW, c'est réduire de 70 000 tonnes de CO2 par an les émissions de la République de Djibouti. Donc voilà un peu quelques détails importants que j'aimerais souligner dans ce. Et c'est aussi une des
promesses que le chef de l'État avait fait lors de la COP 21 dernière, en décembre dernier à Paris. Effectivement. Que Djibouti va réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Effectivement. Oui. Donc c'est un engagement politique, un exactement. engagement gouvernemental qui a été vraiment tenu et qui est lancé aujourd'hui. Et on espère poursuivre dans cette... C'est qu'une première phase, mais... Effectivement, lancer ce programme des énergies renouvelables, la géothermie qui sera également, qui va débuter tout prochainement dans cette année également. Et alors justement, les 300 mégawatts d'énergie qui seront produites ici au Grand Bara, est-ce que ce seront seulement des énergies solaires ou il y aura d'autres énergies qui vont être produites à côté? Alors vous avez vu le vent qui soufflait hier sur le site, et donc tout porte à croire que peut-être une des phases des autres 50 mégawatts sera peut-être de l'éolien, voire même du solaire thermique, parce que l'ensoleillement est également vraiment très très conséquent sur le site. Oui, mais alors le site, en saison fraîche, déjà il fait chaud, mais en saison chaude, ce site va jusqu'à dans les 60 à 70 degrés Celsius. Effectivement. Et l'ensoleillement est tout à fait assez élevé, entre 5 à 6 kWh par mètre carré et par jour. Donc le solaire thermique a également beaucoup de chances à être envisagé sur ce site. Merci à vous, Beuh. Donc c'était Beuh Moussa Sougué, directeur du département énergie, qui était là avec nous aujourd'hui pour nous fournir des plus amples informations ou explications ou précisions concernant ce projet de centrale solaire qui a été lancé hier par le chef de l'État au Grand Bara dans la région d'Ali Sabié. Merci encore une fois, Beuh. Merci à vous. Poursuivons notre journal. La fondation du Diwan Zakat a procédé donc ce matin à la distribution des cotisations de la tranche de parrainage de l'année 2015 aux orphelins de la ville de Djibouti. Cette distribution d'une somme d'argent de 15 000 francs a été octroyée à 1080 orphelins à l'école de Sagesse. Rappelons que ce parrainage s'effectue tous les 3 mois. Le rôle de cette association est de donner l'argent offert par les bienfaiteurs aux orphelins djiboutiens. Cette même distribution a été déjà effectuée aux orphelins des régions de l'intérieur du pays. Le président du conseil d'administration a rappelé que cette distribution est destinée aux orphelins de Djibouti-Ville. Il a souligné que cette aide s'inscrit dans le cadre de la solidarité et d'appui aux orphelins. حقا waxaan diiwaan zakaad ku joogaa sidii uu qaybin lahaa qaybtii En nouvelle nationale toujours, suite à la rencontre avec la jeunesse de la ville de Djibouti pour les encourager à devenir garant de l'avenir de notre pays et maintenir la paix et la stabilité nationale, le Conseil national de la société civile djiboutienne, le CNSCD, a également pris rendez-vous dans la soirée du mercredi avec les femmes actives des communes de la ville de Djibouti, cette fois-ci pour les interpeller afin de favoriser et d'encourager leur entourage et leur communauté pour la promotion de la culture de paix. Étaient également présents lors de cette soirée les présidents des communes de la ville de Djibouti, Ismaël Ousmane Farah de la commune de Razdika, Saïd Abdi de la commune de Boulaos et Youssouf Nuhud de la commune de Balbala, tous engagés dans l'objectif d'interpeller leurs concitoyens et concitoyennes pour responsabiliser les gens autour du concept de la paix et participer ainsi à la mobilisation des habitants de la ville de Djibouti pour un vaste programme de sensibilisation relative à la mise en place d'une caravane de la paix à l'échelle nationale. Et sur ce, le jeune coordinateur du CNSCD, Abdelkader Ahmad, ainsi que son président Ismaël Lassé, ont mis en exergue leur souhait d'organiser prochainement la tenue d'un symposium de la société civile djiboutienne au cours de laquelle sera mis en place un conseil national des sages et de la société civile djiboutienne pour le maintien de la paix et de la stabilité nationale et une commission de la société civile pour l'observation et le suivi du processus électoral avec bien évidemment le soutien et l'appui indéfectible du gouvernement et l'assistance des organismes internationaux résidant à Djibouti ou dépêchés à cette occasion. Il y a là, a-t-il ajouté encore, un besoin d'un fort engagement des sociétés civiles de tout horizon et de toute origine ethnique, cependant éprises de paix et porteuses de valeurs pour aider notre pays à contrer les velléités de mainmise de certains individus ou réseaux aux discours virulents et appelant à la violence sur le destin de tout un peuple.
En nouvelle nationale toujours, les missions de supervision et de contrôle du ministère de l'Éducation nationale dans l'ensemble des établissements scolaires du pays se poursuivent dans les régions du pays. Une délégation de hauts cadres et de responsables du MENFOP s'est rendue donc hier dans la région d'Arta. Au programme de cette visite qui s'inscrit dans le travail et suivi et d'inspection ordinaire, une série d'évaluations pédagogiques et administratives destinées à connaître le rendement réel des enseignants et des personnels administratifs des établissements scolaires de la région d'Arta. Autant dire que la délégation a eu un agenda assez chargé avec les visites successives dans les établissements scolaires de différents niveaux et domaines d'enseignement de la région. Au cours de ce périple, la délégation a eu des entretiens avec les responsables d'établissements scolaires avant d'effectuer les visites de classe de rigueur. Les évaluations effectuées par les responsables éducatifs étaient basées sur des critères et des paramètres visant à déterminer le niveau de cohésion entre les enseignants et le corps administratif, mais aussi la rigueur professionnelle et le rendement effectif dans leurs tâches au quotidien. Par ailleurs, des évaluations pédagogiques ont permis de mesurer la qualité des apprentissages dispensés aux enfants ainsi que la motivation des enseignants. Les cantines ainsi que la bonne tenue de l'hygiène et de l'environnement scolaire ont également fait l'objet d'un contrôle et d'une évaluation poussée. Les responsables du ministère de l'Éducation ont rencontré au déjeuner le préfet de la région pour un premier bilan de leur visite dans les écoles et se sont dit satisfaits de leur constat quant à la rigueur professionnelle et le respect des tâches quotidiennes autant chez les enseignants que parmi les personnels administratifs et des établissements scolaires de la région Assadjoug. Et l'ambassadeur de la République de Djibouti en France, Ayed Moussaïd Yahya, a présenté aujourd'hui à son Excellence le président de la République portugaise, Prof. Aníbal Cavaco Silva au palais de Belém à Lisbonne, les lettres de créance l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti au Portugal avec résidence en France. Après les salutations d'usage, le président a eu avec l'ambassadeur Yahya un entretien privé qui s'est déroulé dans un climat chaleureux et il a notamment été question des relations politiques de coopération et d'amitié entre les deux pays. Durant cette audience solennelle, l'ambassadeur a transmis au président Cavaco Silva les salutations et vœux pour le nouvel an du président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh. Le président portugais a à son tour transmis ses meilleurs vœux au président djiboutien tout en saluant le rôle joué par son homologue en faveur de la paix dans la Corne de l'Afrique. Enfin, l'ambassadeur a assuré au président Cavaco Silva sa détermination à œuvrer pendant toute la durée de sa mission pour la consolidation et le développement des relations privilégiées entre les deux pays. Direction Tadjoura à présent, un projet d'implantation de bureaux d'emploi de proximité dans les régions de l'intérieur. Le présent projet vise l'implantation des antennes des bureaux d'emploi de proximité. Les délégations du ministère de l'Emploi, présidées par le directeur général Hussein Ismail, a réuni avec le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banoïta, des régions de Tadjoura. Après la réunion, le préfet et la délégation ont eu aussi une réunion avec le président du conseil régional. Cette réunion visait à rapprocher les citoyens, notamment les jeunes, des services publics de l'emploi par la mise en place d'une structure opérationnelle capable de développer et de fournir des prestations de qualité, en particulier aux jeunes demandeurs d'emploi, et ce, dans le cadre d'un traitement actif et spécifique du marché de l'emploi. Ces bureaux d'emploi de proximité seront créés pour couvrir les 5 régions de l'intérieur dans les conseils régionaux. Ces bureaux d'emploi de proximité dans les régions fonctionneront également en réseau à l'intérieur d'un système d'information opérationnelle permettant d'améliorer les prestations rendues aux différents usagers, de disposer également d'informations fiables sur l'évolution de la situation du marché de l'emploi et de garantir la transparence des services offerts. Aujourd'hui, il obéit à l'impératif qui consiste à rapprocher les citoyens, notamment les jeunes, les services publics de l'emploi, les conseils régionaux, d'une manière générale, la société civile. L'implantation des bureaux d'emploi des proximités
va également permettre à l'ANFPIP d'élargir la couverture du marché de l'emploi, de disposer également des données fiables sur le chômage, notamment sur la jeunesse. Donc le bureau d'emploi va jouer un rôle important dans les régions de l'intérieur. La politique du gouvernement veut qu'aujourd'hui la population soit prise en charge dans leur propre région, surtout les jeunes. Donc nous allons faire en sorte que les jeunes soient formés, soient accompagnés ici même, sans qu'ils aient besoin de venir dans la capitale. Donc c'est la mission de l'ANFPIP qui consiste bien entendu de l'intermédiation entre l'employeur et le demandeur d'emploi. C'est dans cette optique que nous venons de procéder à l'ouverture du bureau d'emploi de proximité aujourd'hui. À Tadjoura, sous les auspices du préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banoïta, un atelier de 2 jours sur le renforcement des capacités des associations locales regroupant les handicapés de la région de Tadjoura sur la base des droits des personnes en situation de handicap, en présence du député Youssouf Ambassa et du représentant du conseil régional. Cet atelier a été organisé par l'ONG Handicap Action. De nombreuses associations locales partenaires ont également participé activement, à l'instar de l'association de Ganiptou, association des handicapés de Dora, l'association de Kalaf, de Sagalou et de Adailou. Le président de l'association de Ganiptou, Loubak Othman Loubak, a vivement remercié les organisateurs de cet atelier et surtout le préfet Tadjoura pour les avoir honorés de sa présence et montré son soutien indéfectible à l'égard des plus vulnérables. Le président Action Handicap a expliqué que le droit des handicapés à Djibouti est sur la bonne voie grâce à la politique sociale éclairée du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et pour sa part, le préfet a encouragé la jeune association dans ses activités de défense des droits des handicapés et a exhorté de continuer dans cette noble voie. À Tadjoura, toujours, le président du conseil régional, Hassan Hussein, a tenu dans la matinée d'hier une réunion de concertation et de dialogue avec la société civile de Tadjoura en présence du coordinateur de la région, Hamad Malo, du représentant de la préfecture, Ali Mohamed Ali, du médiateur de la République, Ali Mohamed Dini, et du président de l'annexe de RPP, Ali Mohamed Gadili, ainsi que de la secrétaire générale de l'UNFD branche Tadjoura, Amina Halato. 2 semaines après la signature de la convention, cette première action montre une collaboration étroite entre le conseil régional de Tadjoura et la société civile pour œuvrer ensemble pour la mise en place d'une société civile engagée, citoyenne et responsable. Par le biais de la société civile de Tadjoura, cette salle multimédia accueillera les élèves des terminales et des premières du LIC et du lycée pour leurs travaux de recherche sur le web. Les coordinateurs de la société civile ont remercié le président du conseil régional de Tadjoura pour son soutien indéfectible et ont exhorté la jeunesse de Tadjoura et surtout les jeunes lycéens de profiter de cette opportunité qui s'offre à eux. En partenariat avec le conseil régional de Tadjoura, donc la société civile tadjourienne a à sa disposition une salle multimédia que le président du conseil régional a mis à notre disposition. Par le biais de la société civile, cette salle accueillera les élèves de terminale et les élèves de première et du LUC pour faire leurs travaux de recherche. Il y avait un besoin concret, il y avait une carence d'internet, les élèves n'arrivaient pas à faire leur projet de recherche. Ils partaient à Djibouti pour faire les recherches sur internet. Avec le conseil régional, nous nous sommes mis d'accord pour mettre à leur disposition cette salle. Cette action s'inscrit dans l'émergence d'une société civile organisée, engagée et citoyenne. Donc, nous remercions le président du conseil régional, M. Hassan Hussein, pour avoir mis à notre disposition cette salle. Nous remercions aussi le préfet de la ville blanche pour nous avoir soutenus dans toutes nos actions. Ça, c'est notre première action. J'exhorte les élèves de terminale et de première à profiter de cette opportunité qui s'offre à eux. Je remercie aussi les élèves et les participants pour avoir épaulé et œuvré à l'émergence d'une société civile engagée et citoyenne. Et en nouvelles du monde à présent, l'Indonésie rattrapée par le djihadisme. La police indonésienne a arrêté 3 suspects après l'attaque terroriste menée hier dans le centre de Jakarta. 5 hommes munis de ceintures d'explosifs et de pistolets.
3 d'entre eux se sont fait exploser. Les autres ont été neutralisés. Les assaillants ont abattu un Canadien qu'ils avaient pris en otage ainsi qu'un Indonésien. Une vingtaine de personnes, dont plusieurs occidentaux, ont également été blessées. Et selon les autorités, cette attaque pourrait avoir été commanditée par un Indonésien membre du groupe État islamique qui a revendiqué l'attentat. Il s'appelle Bahroun Naïm et vivrait aujourd'hui à Raqqa, en Syrie. Le groupe djihadiste compte plusieurs cellules en Asie du Sud-Est et qui se font concurrence, a indiqué le chef de la police. Le mode opératoire des assaillants rappelle celui utilisé par les terroristes à Paris. L'attaque, qui a visé notamment un café Starbucks, a eu lieu dans un quartier très fréquenté qui abrite des centres commerciaux, les bureaux de plusieurs agences de l'ONU et des ambassades. Les terroristes ont tiré sur la foule. Il a fallu 3 heures aux forces de sécurité pour neutraliser le commando. Et enfin, un sport, développer le judo dans les camps des réfugiés. Introduire le judo au cœur des camps des réfugiés, cette idée de la Fédération internationale de judo est si originale qu'elle a récemment gagné le prix Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum de la créativité sportive. C'est dans le camp turc de Kilis, tout près de la frontière syrienne, où vivent 17 000 personnes, que le projet a été lancé l'an dernier. Depuis, 300 enfants se retrouvent chaque semaine sur des tatamis improvisés dans des préfabriqués. Le but, revenir à l'essence du judo inventé en 1880 au Japon pour éduquer physiquement et spirituellement les jeunes générations. Grâce à l'argent du prix, la fédération prévoit d'installer ces conteneurs dans d'autres camps en espérant faire revenir un maximum de jeunes filles. Et c'est sur ces belles images que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour notre focus. L'ONEAD informe ses abonnés que les factures de consommation d'eau du mois de novembre et de décembre sont disponibles dans les agences commerciales du boulevard de la République, de Balbala et dans les régions. Les abonnés sont tenus de régler leurs factures dans un délai de 30 jours au-delà du 31 janvier 2016. Une campagne